Moi, je suis allée à l'école à 6 ans. Mais ma sœur, elle est allée beaucoup plus tôt. Et je m'ennuyais beaucoup à la maison. Quand j'avais que 4 ans, et elle était déjà à l'école. Je voulais aller moi aussi à l'école. On était patriotes, les poèmes, tout, on était fiers d'être hongroises, tu penses. Et un jour, on n'était plus hongroises, on était juifs. Quand on allait à l'école, il y avait des garçons de l'école populaire. Ils criaient derrière dans la rue. Bidogido, ça veut dire les juifs qui puent, il faut les pendre tous. Des choses comme ça, et puis ils nous lançaient des cailloux. Hein. Ils se battaient, alors on se dépêchait de rentrer chez nous, ça dépend. Des fois, il y avait mes frères qui venaient nous défendre, et ils se battaient souvent. On était élevés dans une école juive. On a commencé à apprendre le hébreu à 6 ans, et les hongrois. Et mes parents parlaient yiddish à la maison. Et nous, on répondait hongrois. Oui, parce que ça ne nous plaisait pas le yiddish, je ne sais pas pourquoi. Quand on a commencé à apprendre l'allemand, on était bien contents parce que le yiddish ressemble beaucoup. C'est-à-dire, ce qu'il disait, on comprenait tout en allemand aussi. J'étais assez bonne en allemand, je n'étais pas une bonne élève autrement. C'est-à-dire, j'aimais beaucoup l'école. J'apprenais mes poèmes, tout ce qui se voyait, ce qui était écrit, mais le reste du temps, j'allais jouer. J'aimais mieux jouer. Et quand j'avais 14 ans, je ne pouvais pas continuer l'école parce que ça coûtait trop cher. Il fallait payer tout, l'inscription, tout. Et ma sœur, elle était déjà en apprentissage, Rose. Et alors moi aussi, j'ai abandonné l'école et puis je voulais être apprentie, je voulais faire la couture. J'étais 3 semaines chez une couturière et elle me faisait démonter les pièces, des bricoles, presque rien. Et puis quand mon père est venu pour qu'elle fasse le contrat, il fallait payer et mon père, il ne pouvait pas. Alors j'étais obligée d'abandonner. Puis comme Rose était corsetière déjà installée, elle a demandé si je peux aller aussi. Oui, ils ont permis parce qu'ils ne nous ont pas payé. On servait comme des bonnes. Mais après, quand les Allemands ils sont rentrés à Budapest au mars 1944, et qu'il fallait porter l'étoile jaune et tout ça. Et ils ont interdit le travail, on ne pouvait plus travailler. Quand on a entendu parler d'une usine qui acceptait les jeunes filles pour habiter, pour travailler, les jeunes filles juives, on se présentait et le 5 décembre, les SS, ils sont venus, ils nous ont mis en rang, toutes les filles, et ils nous ont amenés à la commissariat d'abord pour nous sélectionner. Ils ont dit les moins 18 ans d'un côté, les plus 18 ans de l'autre côté. Et comme nous, on faisait très très jeune, on pouvait choisir. On faisait vraiment gosse, tu sais, à 18 ans. Mais on a choisi d'aller de l'autre côté, aux plus de 18 ans. On pensait que nous, on va travailler, on ne savait pas ce qu'ils vont faire avec les jeunes. Et finalement, les jeunes, ils ont amené dans les gâteaux, ils ont ramené dans les gâteaux. Et les plus âgés, ils nous ont mis dans les wagons. C'est pas la neige qui était froide, mais l'air, enfin, tout ensemble. Ouais. Au mois de décembre, quand on a été déportés. Et c'est la première fois que j'ai vu la montagne et les sapins enneigés par un trou qu'on avait dans le wagon, parce qu'on était enfermés, il n'y avait pas d'issue. Enfin, regardez, on se relayait chacun son tour pour regarder ce magnifique forêt
qu'on a vu la première fois à la montagne. Et au départ, on avait encore nos affaires, un petit peu de nourriture, tout ça. Mais on était très serrés, on était assis les uns à côté des autres. Vraiment, on ne pouvait même pas s'allonger les jambes parce qu'ils entassaient le plus possible. Et puis, je ne sais pas combien de temps après, le lendemain, enfin très peu de temps après, ah oui, histoire que le seau hygiénique, personne ne voulait à côté, et 80 personnes, c'était vite plein. Et alors on disputait où on met, et finalement on a trouvé le moyen parce que qu'on va accrocher, que personne ne sent. Et malheureusement, avec le secousse de train, ce pot se décrochait. Et ça tombait juste sur nos affaires, même sur la nourriture qu'on avait, si peu, tout était perdu. Et on n'avait pas de moyen de se laver, même les mains, rien du tout. On est resté comme ça. Je peux même pas m'imaginer maintenant comment on a fait. En tous les cas, je sais qu'on n'a pas pu sortir pendant 8 jours du wagon. Et quand on est sorti, évidemment, il faisait très froid, il faisait au moins 25 degrés. Et on était tellement fatigués qu'on s'est allongé dans la neige. Parce que c'est à la nuit, évidemment, tout se passait la nuit. Nous mettre dans les wagons, nous sortir toujours, quand ils nous emmenaient d'un endroit à l'autre, ça se passait toujours la nuit. Pour pas que la population voie, je pense. Une nuit, on marchait à travers une ville et on voyait les rideaux qui bougeaient, que les gens, quand même, ils étaient conscients qu'il se passe quelque chose, mais ils n'osaient pas, Ils nous gardaient comme ça, en cachette. Parce que, oui, ceux qui voulaient aider, de toute façon, ils étaient déportés aussi, malheureusement. C'est pour ça les Allemands, une partie, peut-être s'ils ont voulu faire quelque chose, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Là. Il y avait une fille d'origine autrichienne. Et il a dit, son père était autrichien, on nous amène en Autriche, c'est pas grave, on va travailler. Enfin, elle pensait ça. Et quand elle a vu la situation à Ravensbrück, elle est devenue folle, mais complètement folle, et elle a couru dans la neige, et là, on a tiré dessus. Quand on revenait de la déportation, tout le monde attendait à la gare, demandait « Vous n'avez pas vu telle personne ?» Il faisait voir les photos, tout ça. Et puis nous, on a rencontré sa mère, à cette jeune fille. Elle demandait « Vous n'avez pas vu ma fille ?» Alors on a dit « Non, on n'a pas vu. » On n'a pas pu lui dire la vérité. Quand on est descendu, le lendemain, évidemment, il n'y avait pas de place dans les baraques. Ils ont monté une espèce de tente, comme pour les cirques, quand ils font les déménagements, les cirques. C'était une très grande tente qui arrivait même pas tout à fait en bas, que le vent passait en dessous. Et on était, je ne sais pas combien, peut-être 500, je ne sais pas combien, parce qu'il y avait plusieurs wagons. Et alors il faisait très froid. Et pour ne pas avoir froid, on essayait toujours d'aller au milieu. Au milieu. Alors c'est gondolé comme la mer, comme cette foule. Et si on avait envie d'aller aux toilettes, alors là, c'était tout à fait au bout. Et quand on est revenu, on n'avait plus notre place, évidemment. La toilette, c'était un trou qui sentait le chaud, le javel. Quand vous mettez au-dessus, c'est horrible. Et après, on est resté au moins 3-4 jours là-dedans, je ne me rappelle plus combien de temps.
sans pouvoir s'asseoir parce qu'il faisait trop froid. Et le vent qui passait comme ça en dessous. Et après, ils nous ont, je ne sais pas, trouvé de la place dans les baraques. Alors ils nous ont emmenés à la douche. Et là, ils nous ont pris toutes nos affaires parce qu'on avait encore notre baluchon, quelques bricoles. Ils nous ont mis toutes nues. Et la douche coulait 2 minutes, juste pour nous mouiller, pour avoir bien froid. Mais pas pour pouvoir se laver. Puis on n'avait pas de serviette, évidemment. Ils donnaient un paquet de vêtements qui était pas à nous. N'importe quel paquet qui nous allait pas du tout. Et puis après, on s'est aperçu que c'était plein de poux. Alors on se grattait. Alors après, ils nous ont emmenés dans des baraques où il y avait des chalets, ça s'appelle, non? 3 superposés, où il y avait 4 personnes par étage, quoi. C'est-à-dire, on était 12. Et on avait une seule couverture pour nous tous. On s'arrangeait, 2 par là, 2 par là. Encore, on était des jeunes filles vraiment solidaires. Et on s'arrangeait toujours. Et tous les matins, il fallait aller à l'appel, rester debout à 2-3 heures, je ne sais pas quelle heure. Très bonne heure le matin, ils nous mettaient en rond. Et il fallait rester debout pendant des heures. Alors, une fois, je me suis trouvée vraiment mal. Et ils m'ont laissé rentrer. Une autre fois, j'ai fait exprès de me trouver mal. Et après, j'ai su beaucoup plus tard que certains endroits, on tirait dessus quand quelqu'un ne pouvait plus rester debout. D'abord, on est resté pendant 1 mois et demi à peu près à Ravensbrück. Et là-bas, normalement, il y avait la chambre à gaz, mais il n'y avait plus de matériel. Ils n'avaient plus de gaz. On ne nous a pas remarqué non plus. Il n'y avait plus tout ça. Parce que ça, c'était déjà la fin de la guerre, 1944. C'était tout à fait la fin. Déjà au mois de janvier, les Russes arrivaient. Ceux qui étaient par là étaient déjà libérés au mois de janvier. Mais nous, ils nous emmenaient toujours plus loin pour qu'on ne soit pas libérés. Là, de Ravensbrück, il y avait une sélection pour aller travailler dans une usine de guerre. Ça s'appelait Venusberg, où nous ont emmenés pour le travail. On est resté encore, je ne sais pas combien de jours, dans des wagons, juste un peu de paille par terre en plein hiver. Et là, j'ai été sélectionnée pour aller chercher du ravitaillement avec un chariot. On était 6 filles, à peu près 6 filles. Et on est arrivé dans une ferme. Évidemment, c'est pas pour nous le ravitaillement, c'est pour les SS. Et dans cette ferme, la femme, elle a demandé si elle peut nous donner de l'eau chaude à boire. Et elle a permis, c'était une SS, une femme. Et cette eau chaude nous a fait tellement du bien. D'eau chaude comme ça, sans rien. On ne peut même pas savoir le bien que ça nous a fait. Malgré tout, j'ai attrapé une pneumonie, je ne sais pas quoi. J'étais très très malade. Et on ne sait pas, enfin, ils ont donné quand même, il y avait un médecin, soi-disant, de l'aspirine, quelque chose. Et au bout de quelques jours, ils ont dit que les malades, ils vont ramener à Ravensbrück pour les exécuter. Et puis, enfin, j'ai eu peur, et puis j'ai dit, je suis plus malade, je suis sortie dans l'appel, rester debout comme tout le monde. Et il y avait une femme SS, il nous a mis à l'appel, et puis elle demandait qui c'est qui sait faire des chaussons.
Et puis j'ai levé le doigt, et à partir de là, elle m'a emmenée dans son bureau, parce que Rose, elle était choisie pour aller travailler à l'usine. Et moi, j'étais dans le bureau de SS, où elle me faisait replier des chaussettes ou des trucs comme ça, mais pas de chaussons. Mais elle m'envoyait chercher sa nourriture à la cuisine, ou renvoyer ce qui restait. Alors des fois, j'ai pu avoir chapeauté quelques bricoles qu'on partageait avec les 2 filles qui étaient dans notre lit, parce qu'on était toujours 4. Ensemble, on était comme des sœurs, vraiment. Avant d'être libérés, on était toujours avec ces 2 filles ensemble, on partageait tout. Et quand ils nous ont remis dans les wagons, les 2 filles étaient dans le wagon devant et nous après dans l'autre wagon. Ils nous ont coupés, heureusement, pas avec ma sœur. Je suis restée avec ma sœur derrière. Et quand on est arrivé à Ravensbrück au bout de 15 jours, on les a retrouvées mortes par terre, toutes les 2. Et nous, après ça, ma sœur, j'avais le typhus dans le wagon. Et cet SS m'a donné tous les jours un petit verre d'eau. C'est lui qui m'emmenait dans son bureau. Toute petite bouteille d'eau, mais les autres, pour tout le monde, ils avaient une cruche d'eau pour tout le wagon. Alors, évidemment, là, c'était difficile d'avoir un peu d'eau. Et c'est à cause de ça que j'ai survécu, cette bouteille d'eau. Et en arrivant à 23 ans, c'est ma sœur qui a tombé malade de typhus. Mais après, on était libérés au bout de 3 jours, je ne sais pas combien. On est resté sans soins, sans nourriture, pendant au moins 3 jours avant que les Américains arrivent à Mauthausen. Quand ils sont arrivés, ils ont fait la sélection. Les malades, ils ont emmené à l'hôpital. Ma soeur, ils ont emmené à l'hôpital. Et puis, ils nous ont désinfectés avec du DDT. Et après, parce qu'on avait plein de poux, ils nous ont mis dans les baraques des soldats. Et là, on avait déjà la douche et puis on avait un lit aussi. Enfin, ça, c'était déjà après la libération. On était complètement déshydratés, complètement que les os et puis la peau, noire comme des pruneaux. Et on vivait quand même. Et quand on a commencé à prendre la douche et tout ça, ça commençait à revenir un petit peu, mais je pensais que jamais la peau comme avant reviendra. Si au bout d'un mois à peu près, ou 2, c'est revenu. Quand on était nourris, et bien se laver et se changer. Mais on était des morts vivantes, on ne peut même pas expliquer. Nous, on avait envie de rentrer et voir qui c'est qui a survécu, chercher ma mère, mes frères et tout ça, mais il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de transport, il n'y avait rien. Et un jour, avec quelques personnes encore, peut-être on était 5, 6, on a décidé que nous, on rentre à tout prix, même à pied. Et on a commencé avec quelqu'un qui connaissait le chemin, parce qu'on n'avait pas de carte. Et on s'accrochait sur les wagons, on s'accrochait sur n'importe où. Et on est arrivé jusqu'à Vienne, je ne sais pas, au bout de 3-4 jours. Il y avait quand même déjà un comité qui aidait les déportés, ceux qui sont revenus. Et là, on a eu déjà le billet de train pour aller jusqu'à Budapest. Quand j'ai eu mes enfants, ça a été assez terrible. J'ai fait énormément de cauchemars. Je rêvais toujours que j'étais poursuivie par les nazis, qu'on m'enlevait mes enfants, qu'on allait les tuer. C'était des rêves qui revenaient tout le temps. C'est quelque chose de bizarre. On dirait que même s'il y a une génération de passé,
On est marqué d'une certaine manière. L'espoir, ma sœur, je me suis dit quand je ne m'abandonnais pas parce que je dis si je meurs, ma sœur va mourir aussi. Oui, ça, il n'y a que ça. Si tu te laissais aller, c'était fini. Et puis quand on a 20 ans, tu sais, on veut vivre. Alors, on a essayé de survivre. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont mortes. La plupart. Nous, on était presque exception. C'est toutes des histoires différentes, mais qui sont quand même quelque part... qui se rejoignent, quoi. Qui sont pas les mêmes, mais quelque part... fondamentalement, qui sont quand même les mêmes. C'est drôle. C'est bizarre parce que c'est quelque chose qui nous unit. On ne se connaît pas, mais il y a comme un fil qu'on ne peut pas casser.